Merci à Geneviève Fontaine, qui ce soir va nous permettre de mieux comprendre ce que notre territoire est en capacité de produire en termes d'innovation sociale et solidaire et comment nous pouvons ensemble faire encore plus. Le jeu consiste à essayer de rassembler. Alors, en fait, la question qu'on se pose ce soir, c'est on a des initiatives qui peuvent être vues comme des innovations sociales. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y en a tant sur le territoire? Qu'est-ce qui fait qu'on peut favoriser ça encore plus? Voilà. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est que ce que vous décrivez, c'est systématiquement des actions collectives. On n'est pas dans une mode d'entreprendre. Je disais tout à l'heure que le SS, c'est un mode d'entreprendre et un mode de développement. On n'est pas dans un mode d'entreprendre qui met en avant la figure d'un entrepreneur. On est dans un mode d'entreprendre qui met en avant un collectif. Et un collectif ancré sur un territoire, que ce collectif soit donc c'est par et pour les habitants, mais pas que par et pour les habitants, par et pour les acteurs du territoire, mais ces acteurs du territoire, ils habitent aussi le territoire, d'une manière voilà. Et ça, c'est quand même la caractéristique. Donc, premier point, ce sont des actions collectives. La deuxième chose qui saute aux yeux aussi, c'est que on parle d'innovation, et à chaque fois qu'on dit innovation, on s'attend à ce qu'il y ait des nouveautés. Et dans le domaine de l'innovation sociale, ce sont des nouveautés situées. Alain nous a dit des communautés énergétiques, il y en a partout, sauf qu'il n'y en a pas ici. Enfin, vous l'avez créé, donc c'est une nouveauté située. Et de la même manière, vous avez raconté la même chose par rapport à la meute. Ça existait ailleurs, mais pas ici. Et la manière dont on va le mettre en place ici, ça va être effectivement, ça va être ça l'innovation. Ça va être la manière de le faire. L'innovation est sociale, n'est pas sociale parce qu'elle traite un problème social. L'innovation sociale est sociale parce que la manière de le faire mobilise de l'énergie sociale. C'est ça. Et donc, ce n'est pas forcément des choses nouvelles dans l'absolu. Ça peut même être des choses, tu nous l'as très bien dit, des choses qui avaient existé et qu'on essaye de refaire réexister parce qu'on a failli les perdre à un moment donné. Donc ça c'est important. La troisième chose qu'on a vue, c'est que ça peut prendre des formes différentes, d'organisation différentes. On a vu que parfois ça se centrait, l'innovation sociale, et l'innovation elle était à l'intérieur de l'organisation. C'est une organisation qui portait ça. Ce qu'on a pu voir avec la meute, ce qu'on a pu voir avec PEP2A. Parfois on a vu que c'était une configuration où c'était plusieurs organisations du territoire qui se mettaient ensemble. C'est ce qu'ont décrit les jeunes du Conseil citoyen. Ils ont cité toute une série voilà. Et parfois c'est interorganisationnel, puisque pour Fleur d'Exception, chaque producteur est une organisation, enfin, porte une structure, et la manière de faire l'innovation sociale, cette fois, c'est de créer de l'inter entre ces organisations. Donc, par contre, ce qu'on voit à chaque fois, donc ça peut prendre des formes différentes. Il n'y a pas de méthode et il n'y a pas de schéma. Voilà, ça apparaît, cette diversité. Ensuite, je dirais que toutes ces initiatives, elles ont une visée, elles ont ce qu'on pourrait appeler un projet politique, sans que ce soit un projet politicien, c'est un projet politique au sens où elles se mêlent de la gestion de la cité. Voilà. Et quand on dit que c'est des projets par et pour les habitants ou par et pour les acteurs du territoire, il y a une dimension politique dans ces projets. Et cette dimension politique, c'est que ça vise un changement. Et quel changement ça vise? Ça vise ce qu'on appelle, dans notre jargon, ça vise ce qu'on appelle un changement institutionnel. Alors quand on dit institutionnel, on ne parle pas des institutions au sens la mairie, etc. On parle qu'on cherche à changer le contexte dans lequel on évolue. Donc très clairement, c'est ce que vous avez décrit avec Fleur d'Exception. C'est-à-dire changer, vous avez cité, et dans le film, il y avait on a douté de la plante à parfum. Ça, c'était votre contexte institutionnel. En fait, tout le monde doutait de la plante à parfum. Et ce doute, il ne venait pas que du politique. Il venait aussi des industriels, il venait aussi donc, du contexte. Donc on cherche à changer le contexte. On cherche aussi à changer les représentations. C'est aussi un changement institutionnel. Et on cherche à changer les pratiques.
Donc en fait, toutes ces initiatives cherchent systématiquement à changer à la fois le contexte dans lequel elles agissent, pour lever des freins, pour bouger les lignes, pour se faire des marges de manœuvre, et les représentations et les pratiques. Voilà. C'est une caractéristique aussi de l'innovation. Ensuite, on a vu qu'elles partagent toutes aussi un point commun qui est une réflexion sur le partage de la valeur produite. Les initiatives, donc on a vu, cherchent à ce que la valeur produite reste sur le territoire. Et elles cherchent à éviter que le foncier, par exemple, capturé par des grands groupes, permettrait effectivement une capture d'une partie de la valeur qui sortirait du territoire et donc là, on revient vraiment sur quelque chose qui est propre à l'ESS aussi. Donc on cherche un partage de la valeur produite sur le territoire et on cherche cette idée de juste. À chaque fois, c'est la question du juste, de ce partage juste. Et pour qu'il soit juste, il faut qu'il soit délibéré sur le territoire. C'est une discussion sur le territoire, ce n'est pas une règle qui vient de l'extérieur. Le point suivant, c'est que toutes les initiatives mobilisent plusieurs logiques économiques. Elles s'adressent au marché, elles ont une logique marchande dans une partie, mais en même temps, elles décrivent le recours à des pratiques de redistribution, qu'elles soient organisées à l'intérieur de l'entraide, la solidarité à l'intérieur de l'initiative, ou qu'elles fassent appel à une redistribution publique par la subvention, ou qu'elles fassent appel à une redistribution aussi, comme tu l'as signalé, avec l'expérience, c'est les Hautes-Alpes ou c'est les Alpes de Provence, l'organisation, parce que moi je connaissais... c'est Échange Paysan, c'est les Hautes-Alpes au départ. C'est les Hautes-Alpes au départ. C'est pour ça que j'étais un peu... Et voilà, donc là on a une redistribution, on a un phénomène de redistribution où on a une structure qui va organiser cette centralisation de la ressource pour redistribuer en fait. Et faciliter à chaque fois la redistribution aussi de la valeur sur le territoire. Bon. Et puis, à chaque fois, vous citez la réciprocité, la part du bénévolat, la part du don, la part de l'engagement, la part, etc. Donc, à chaque fois, on a cette pluralité de logiques, qui sont des logiques économiques. Il n'y a pas que le marché comme logique économique, et c'est ce que toutes vos initiatives racontent. Pour faire de l'économie, il faut aussi mobiliser d'autres types de logiques que la logique du marché. C'est ce que vous faites tous, vous mobilisez aussi la logique de la redistribution et la logique de la réciprocité. Vous insistez beaucoup sur le fait que c'est un temps long, que vous avancez pas à pas, que finalement vous avancez au fil des rencontres, vous avancez au fil des événements, au fil des difficultés, mais aussi, voilà, donc en fait vous accordez beaucoup de place et de valeur au chemin que vous parcourez, et pas que aux résultats que vous obtenez. Et ça, c'est une caractéristique aussi, c'est intéressant, ça permet de... Puis la dernière chose sur cette forme, en fait, qu'est l'innovation sociale, enfin sur ce qu'on peut dire, c'est que vous réfléchissez à la diffusion. Une innovation, elle n'existe que parce qu'elle se diffuse, en fait. Sinon, ça reste... Et là, vous partez dans plein de pistes. Parfois, vous cherchez à ce que votre innovation se diffuse via le marché, c'est-à-dire que ce que vous recherchez, c'est à augmenter votre reconnaissance sur un environnement effectivement de marché. C'est ce qui va se passer plutôt pour peur d'exception. Parfois, vous cherchez une diffusion et vous obtenez une diffusion par la reconnaissance et la sélection par les pouvoirs publics qui vont sélectionner des projets et faire en sorte, voilà. Parfois, et c'est ce que montre la Meute aussi, c'est une logique de diffusion par l'essaimage, c'est-à-dire que chacun des magasins coopératifs est différent, s'adapte au territoire, mais en fait on a une logique de reproduction et d'adaptation au territoire. Et puis vous l'avez beaucoup évoqué aussi, surtout PEP2A, la logique de diffusion en rhizome, avec la création de groupes locaux qui vont progressivement devenir capables de gérer eux-mêmes les projets. Alors ça porte un nom, c'est la gouvernance polycentrique, mais bon, c'est des gros mots. Mais c'est pour vous dire quand même que voilà, il y a des gens qui réfléchissent, qui mettent des mots derrière et tout ça, et qui disent, bon voilà. Bon. Alors ça nous amène aux conditions favorables. Parce que frein, levier, en fait, je pense que plutôt le mot qui a été utilisé au début, qui est terreau. Un territoire, c'est un terreau d'abord,
et comment on peut cultiver ce terreau pour qu'il y ait des choses des innovations sociales qui y poussent plus facilement. Vous avez évoqué des éléments déclencheurs très différents et qu'on retrouve systématiquement. La menace pour Fleur d'Exception, c'est un élément déclencheur des initiatives. Quand on se sent menacé par quelque chose, on agit et l'action collective peut démarrer et démarre souvent parce qu'il y a union autour d'un sentiment de menace. Ensuite, ça peut être l'envie. Et c'est ce que Pep Deza nous a décrit avec les habitants de la Siane qui avaient envie. Donc, pas oublier qu'il n'y a pas que les besoins qui nous guident dans la vie, il y a aussi nos envies, nos désirs, et c'est peut-être quelque chose qu'on doit redécouvrir. Parfois, c'est un diagnostic posé sur une situation, comme pour le Conseil citoyen. On se réunit, on pose un diagnostic, on dit bon là, il faut faire quelque chose. Et puis vous dites tous qu'à un moment donné, l'élément déclencheur, c'est la rencontre. C'est l'inspiration, c'est la rencontre. Donc il y a quelque chose du désir, du futur souhaitable, de quelque chose qui vous propulse vers le futur, en fait, qui vous donne envie que ce futur soit réalisé. Et c'est cette chose cette image qui est loin, qui vous fait agir au présent pour vous en rapprocher, en fait, qui est le moteur de l'action collective. Alors des conditions favorables, vous les avez citées. Il faut des espaces pour se rencontrer. C'est ce qu'on appelle des espaces publics de proximité. Vous avez cité le Club des entrepreneurs, qui joue son rôle. La politique ESS du Pays de Grâce, en nous rassemblant régulièrement, joue aussi ce rôle. Vous avez cité le rôle, par exemple, du tiers-lieu, puisque vous êtes plusieurs à avoir cité qu'il s'était passé des choses pour vous sur un tiers-lieu, enfin sur Tetris, ici. Donc voilà, ça c'est des espaces publics qui permettent les rencontres improbables. Et comme c'est un des moteurs, s'il n'y a pas d'espace pour se rencontrer, voilà, ce qui pose problème aussi, voilà, toute la situation sanitaire qu'on vit, etc., en diminuant ces espaces publics de proximité, diminue aussi la capacité innovante d'un territoire. Ça, il faut quand même... Ensuite, ce qui joue, c'est l'expérience de coopération que vous avez tous. Quand des gens se rencontrent et qu'ils ont des mauvaises expériences de coopération, eh ben, ça va être dur de les faire coopérer. Parce que ça reste... Et il ne faut pas oublier que dans l'histoire d'un territoire, et ce territoire est extrêmement marqué par des échecs de coopération, par des difficultés entre producteurs, industriels, etc. Et tout ça nécessite une énergie folle pour être dépassé derrière. Donc on a une histoire. Et plus on engrange d'échecs de coopération, plus il sera dur de coopérer sur un territoire. Plus on engrange de réussites de coopération, plus il sera facile de coopérer. Donc l'histoire longue de la coopération, y compris en montant à ce qui s'est passé des décennies avant, joue un rôle dans la capacité d'un territoire à innover socialement. Ça se manifeste par le degré de confiance qu'il y a entre les acteurs. Il y a la charte, il y a le manifeste, il y a des choses comme ça. En fait, il y a plusieurs types de confiance. D'abord, on peut se faire confiance sur les finalités qu'on partage. Le territoire a ces initiatives, c'est l'existence d'espaces publics de proximité qui sont à la fois publics, organisés par le public, c'est-à-dire par la communauté d'agglo, mais aussi par le privé, avec le club des entrepreneurs, comme figure, par exemple, de lieux de proximité, et les tiers-lieux, enfin tout ça. Donc, cette diversité, en fait, à chaque fois, c'est la diversité des possibles qui... voilà. Je pense aussi qu'on bénéficie du fait, paradoxalement, qu'on ait un territoire qui n'a pas accès, qui n'est pas directement sur le littoral. Il y a une difficulté sur ce territoire, des menaces, des difficultés, qui font que c'est paradoxalement plus simple de se mettre en mouvement. On se met plus en mouvement dans les endroits, dans les endroits où il y a matière à bouger que quand on est dans un confort lénifiant, j'aurais tendance à dire. Voilà. Donc l'action vient aussi de la difficulté. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait ce territoire, et finalement peut-être regarder ce qu'on voit comme une faiblesse de ce territoire ou comme une difficulté de ce territoire. On n'a pas les touristes qui séjournent, on n'a pas l'accès à la mer directe, on n'a pas... plutôt voir tout ça comme des forces qui nous mettent en mouvement et qui peut-être nous donnent une longueur d'avance par rapport aux défis qui sont là et qu'il va falloir qu'on relève ensemble. Merci.
Merci beaucoup Geneviève.